Le digital, il est partout. Il transforme notre vie, la manière dont on communique, dont on échange. Les jeunes qui font TikTok dans la cour de récré. Et maintenant, on a l'immense honneur et le plaisir de recevoir le ministre du Digital et de la Formation et aussi de l'Emploi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Bernard Clerfailly. Bienvenue Bernard. Merci Brahim de me recevoir ici. Bienvenue, merci à toi en tout cas pour ton temps et ton soutien. Comment tu vas? Je vais bien dans cette période bizarre et compliquée. On a envie de déconfiner, mais on va bien. Ça va, les terrasses sont réouvertes. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va aborder beaucoup de sujets, Bernard, surtout le sujet du digital lié à la formation. Donc, on va beaucoup plus parler moins de l'éducation jeune standard à l'école, mais on va parler plus de la formation continue, de la formation dans les entreprises, par rapport à ce qui est mis en place et tout ça, mais aussi de la formation des personnes qui ont perdu leur job ou des personnes chercheurs d'emploi. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui est mis en place aussi par rapport au digital? Est-ce que le digital est accessible pour eux? Déjà, je te pose ma première question, c'est quel est le lien entre les formations et le digital actuellement dans ce qui se passe à Bruxelles? Le digital, il est partout. Il transforme notre vie, la manière dont on communique, dont on échange. Les jeunes qui font TikTok dans la cour de récré, jusqu'aux boîtes qui font de l'open data et qui construisent des modèles économiques très rentables. Donc le digital est partout. Il transforme notre société partout, dans tous nos aspects. Donc il touche aussi les compétences dont ont besoin les travailleurs. Elle touche aussi les exigences qu'ont les employeurs lorsqu'ils regardent un CV, engagent quelqu'un, etc. Parce que de plus en plus de métiers exigent des compétences digitales de plus en plus importantes. Et ça modifie aussi la manière dont on peut apprendre à travers la vie. Ça va modifier la manière aussi dont on va donner cours, dont on va utiliser le digital pour apprendre à distance, suivre les cours. Il y a déjà beaucoup de cours à l'université qui se font maintenant à distance. Tous nos universitaires, tous nos jeunes étudiants ont tous balancé dans des cours à distance. C'est peut-être parfois moins agréable que les cours en physique. C'est le retour qu'on a beaucoup. C'était obligé. Mais même déjà avant, il y avait déjà le développement de ces cours à distance. Donc, cette crise économique qu'on vient de rencontrer et cette crise sanitaire et économique a accéléré notre recours au digital de manière brutale, parfois de manière un petit peu bousculée, mais c'est une tendance qui était déjà inscrite dans les astres, qui était déjà en train de se produire et qu'on doit donc accompagner mieux qu'auparavant. Et concrètement, ça se traduit comment dans ce qui est mis en place dans la formation? Quelles leçons t'en as tiré toi et comment tu vois les choses? Mais non, il a fallu d'abord, dans tous les cours qu'on donnait, dans toutes les formations professionnelles qui étaient données, à cause du confinement, faire basculer toute une série de cours en cours en digital. Ouais. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que ça demande d'abord, pas seulement que les étudiants soient capables de suivre, il faut d'abord que les enseignants soient capables d'enseigner en digital, d'utiliser les outils, de maîtriser les outils, de pouvoir construire une bonne visio, une vidéo, de mettre les images qu'ils veulent mettre pour rendre leur cours intéressant. C'est d'ailleurs un des grands problèmes de la Belgique, parce qu'on est un peu en retard, enfin, on n'est pas les pires, hein, soyons clairs, et la preuve par Molengeek ou par d'autres choses comme ça. Merci. Hein, on est loin d'être les pires. Mais on prend un peu de retard dans l'enseignement. Il y a des études, par exemple une étude de l'OCDE, l'Organisme de coopération de développement économique, qui est basé à Paris, qui est une sorte de gros bureau d'études des économies avancées, qui montre que les pays de la vieille Europe, si je peux parler comme ça, l'Europe occidentale, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, en termes d'enseignement, d'utilisation des nouvelles technologies du digital dans l'enseignement en général, on est plus en retard que les pays de la nouvelle Europe, parce qu'eux, ils sont partis plus tard et donc ils ont pris les nouvelles technologies, et que des pays d'Asie, où les technologies sont bien plus utilisées, le digital numérique, dans l'enseignement, que ce n'est chez nous. Donc chez nous, on doit adapter notre système. Vous en avez sûrement parlé avec Madame Désir hier, mais il faut aussi former les enseignants. Former ceux qui forment. Et c'est le plus important. Donc évidemment qu'il faut que les étudiants aient accès, il faut avoir du matériel, il faut avoir l'aisance de l'utiliser et savoir l'exploiter.
Enfin, je compte beaucoup sur la jeunesse parce que la jeunesse, elle est très, très capable de s'adapter. Hein. L'exemple de TikTok l'a montré. S'il y a 12 ans, on sait faire une petite vidéo, on va très vite se débrouiller. Je vois ici tous les jeunes que vous mobilisez, qui sont tous très créatifs, etc. Donc, il y a un vrai engouement de la jeunesse sur la technologie. Les vrais enjeux, c'est former les formateurs, former les enseignants, former et transformer toute la manière dont on donne cours, repenser la manière dont on donne cours, parce qu'on ne donne pas de cours de manière digitale comme on donne cours avec Sacré et son tableau, ou même avec son tableau électronique. Même le tableau électronique dans l'école, c'est déjà un saut technologique, mais le faire en visio, en vidéo, utiliser tout ce qu'on peut mettre pour animer, pour organiser les exercices, etc., ça demande une toute autre manière de travailler. Donc l'enseignant qui a aujourd'hui déjà 25 ans de carrière, il doit modifier radicalement sa manière de travailler. Il faut que tout le système s'adapte à ça. On a dû le faire en urgence, par exemple, on a des cours de formation en alternance pour une série de métiers et des formations. À cause de la crise du confinement, de l'arrêt des cours, il a fallu accompagner les enseignants, les professeurs, pour qu'ils adaptent leur méthodologie, leur méthode de travail. On l'a fait autant que c'était possible, dans ce délai très court. Mais tout ça, ça va rester. Tout ça, ça va... ils ont appris des choses. Et donc, ils vont continuer à déployer ces talents, ces compétences à l'avenir pour toutes les formations professionnelles qui sont organisées. Et on a eu une très forte demande, évidemment, pour tous les gens qui étaient en chômage temporaire, ou une série d'entreprises qui voyaient leur business model se modifier, qui devaient maintenant utiliser beaucoup plus Internet pour communiquer avec leur clientèle, etc. On a eu une très forte demande de formation des travailleurs, et on a essayé d'y réagir de la meilleure manière qui soit. En région bruxelloise, on a un instrument de formation qu'on appelle le pôle formation emploi, qui s'appelle Digital City, qui réunit tous les professionnels du secteur du numérique et du digital. Ça réunit les employeurs, les représentants des travailleurs, des syndicats, mais aussi tous les institutions publiques qui s'occupent des chercheurs d'emploi, Acteris, ou de formation, comme Bruxelles Formation et l'équivalent flamand, pas Bruxelles, puisqu'on a les deux. Et ensemble, ils cherchent à définir les meilleures formations qui sont adaptées aussi bien aux travailleurs en entreprise qui veulent faire de la formation continue que les chercheurs d'emploi qui veulent avoir les compétences nécessaires pour répondre aux offres d'emploi. Et donc ça a beaucoup de succès et ça a pas mal réagi pendant la crise maintenant. Ouais, mais j'ai vu, ça a été inauguré pendant le confinement, dommage. Oui, exactement. Même pendant le confinement, Digital City, évidemment qu'on l'inaugure pendant le confinement. Clairement, ça a tout son sens. Exactement. Ça a tout son sens. Mais c'est vrai que le côté formation des professeurs, le côté formation à l'utilisation des outils, mais surtout, comme tu disais, à la pédagogie à utiliser quand on est en e-learning, donc illustrer les formations, le contenu des cours, c'est un changement d'habitude, mais surtout, c'est refaire tout le programme de formation. Il faut tout repenser. Il faut tout repenser de zéro. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose, c'est une charge de boulot qui n'est pas dénigrée, qui est pas mal. Et ma question, c'est aussi par rapport à ça. Tu dis qu'il y a des choses qui vont rester. Et tu vois ça comment? Parce qu'on sait que le 100% e-learning, c'est très problématique en termes de motivation. On a besoin du contact humain et tout. Mais toi, tu vois ça comment? Est-ce que l'hybridation, est-ce que tu penses que les formations vont plus s'orienter? Je sais qu'il y a des formations, par exemple, si on fait de la maçonnerie ou de la mécanique, on n'a pas le choix. Hein, on doit être là en présentiel. C'est très difficile d'étudier en vidéo comment changer un piston ou comment changer des bougies. Hein, il y a des tutoriels partout. Mais enfin, soyons clairs, c'est toujours mieux d'avoir un prof à côté qui vous dit tu serres comme ça. Exactement. Voilà, exactement. Mais je veux dire, tout ce qui est e-learnisable, est-ce que toi, tu penses que le 100% e-learning peut être une solution pour les adultes ou tu penses que l'hybridation est nécessaire, un jour semaine, 2 jours semaine? Moi, j'ai pas une vision radicale des choses. Je ne pense pas que ça va être tout l'un ou tout l'autre. Ça va être hybride par nature, ça va dépendre du type de formation. Hein, comme tu l'as dit, on ne peut pas être formé en boulanger-pâtissier si on n'a pas le four derrière soi. Exactement. Et si on n'a pas quelqu'un qui vous explique comment il faut bien pétrir la pâte. Hein. On peut regarder les tutoriels, on peut apprendre tout seul, mais pas dans les métiers de pointe. Donc, il y a des tonnes de choses qui ne seront pas e-learnisable, hein, horrible mot. Horrible mot. On ne pourra pas digitaliser ou numériser toute la formation. Mais il y a des tonnes de choses pour lesquelles on peut le faire. Et il faut le faire. Et si on ne le fait pas, on va être dépassé. Par exemple, nos universités ou nos écoles supérieures, déjà avant la crise, commençaient à enregistrer des cours ou préparer des cours à distance.
Si on n'est pas capable de le faire chez nous, les gens vont suivre les mêmes cours, mais qui vont être donnés par Harvard en anglais. Hein. La concurrence, elle est là. Le digital, il modifie aussi la forme de la concurrence entre les écoles et les instituts supérieurs. Donc, il faut que nos écoles et nos instituts supérieurs et tous nos centres de formation s'adaptent pour pouvoir offrir ces formations aussi en e-learning. Partout, c'est nécessaire, quand c'est nécessaire. Mais ça demande de former les formateurs, de les accompagner pour exploiter cette nouvelle technologie. Tu as totalement raison quand tu dis que ça a ses avantages, c'est qu'on touche le monde entier quand on veut donner des formations en ligne, mais en même temps, on est en concurrence avec le monde entier. Donc, ah oui, ouais, ça abolit les distances. Hein. Ouais. Le digital abolit les distances. Aussi bien on peut être content de parler à nos grands-parents quand on est en vacances et on peut faire une petite visio, coucou, ou qu'on est un étudiant à l'étranger, on peut faire un petit coucou. Ça abolit les distances, mais ça les abolit aussi pour les cours, ça les abolit aussi pour le commerce. Avant, je pouvais aller acheter mes vêtements que dans la rue ou dans mon quartier. Maintenant, je peux commander mes vêtements par Internet sur le monde entier. Donc, la concurrence est plus grande. Le panel, le choix qu'on a est beaucoup plus large grâce au digital, mais aussi la concurrence est plus forte. Donc, pour résister à cette concurrence, aussi bien dans le secteur de l'économie que dans le secteur de la formation, comme on vient de le dire, ben, il faut être les meilleurs. Hein. Il faut s'adapter, il faut intégrer la technologie. Toi qui es ministre du digital et de la formation, est-ce que tu as eu des demandes spécifiques pendant cette crise Covid ou après cette crise Covid de tes institutions comme Bruxelles Formation, Actiris ou d'autres partenaires privés par rapport au digital ou par rapport aux formations? Est-ce que tu as eu des demandes vraiment spécifiques dues au confinement? Ben, d'abord, dû au confinement, une série de services publics ont dû apprendre eux-mêmes à travailler en digital et accélérer leur transformation digitale, qui était déjà en cours. Chez Actiris, c'est déjà en cours. Ils ont commencé à faire des changements qui résistaient auparavant par tradition, par habitude, et qui ont été forcés par les circonstances, et qui ont démontré, par exemple, que beaucoup de travailleurs d'Actiris savent travailler à distance. Ouais. Auparavant, pour accueillir un chercheur d'emploi, la règle, c'était il faut absolument le voir one-to-one en physique. Même pour faire son évaluation tous les 2 mois, tu as fait des recherches, sur ce que tu en es, comment ça avance. Il fallait absolument que ce soit en physique. Ben, ça s'est fait par téléphone et par visio. Et ça peut bien marcher. Et ça permet d'accélérer peut-être la manière de rencontrer les gens. Ça permet parfois de réserver ça pour certains types d'interactions et puis de réserver la rencontre physique pour d'autres types d'interactions. Et donc, ça modifie la manière de travailler. Dans tout ce qui est le volet formation professionnelle, on a des centres de formation en alternance pour des métiers dont on parlait, des métiers très techniques, des métiers artisanaux et autres. Ben, ils ont dû adapter leur mode de donner cours, comme j'ai indiqué. Tout ce qui est atelier, travail manuel, tout ça, on ne peut le faire qu'en présentiel. Tout ce qui est en formation, on a pu le faire en e-learning. Le centre Digital City, donc, qui fait toutes les formations au métier du digital, a recueilli beaucoup de demandes, notamment de gens qui étaient en chômage temporaire et autres, pour rehausser leur niveau de compétence dans une série de domaines et profiter de cette période de non-activité ou de moindre activité pour se mettre à niveau, ou parce que c'était nécessaire vu la nouvelle concurrence, nouvelle manière de travailler, etc. Donc évidemment qu'il y a une très forte demande maintenant sur le digital, et ça ne va pas diminuer. Je prends toujours cet exemple, le digital il va être vraiment partout dans tous les métiers. Je cite toujours ce même exemple. Même dans un métier aussi facile d'accès, entre guillemets, qui demande peu de formation, que aide ménagère, qui est un métier qui accueille plus de 25 000 femmes, principalement des femmes, en région bruxelloise, principalement d'origine étrangère, qui ont peu de compétences, mais qui trouvent déjà du boulot comme ça. Il est essentiel aujourd'hui d'utiliser le smartphone. Plus de 50%, 60% des titres-services fonctionnent par électronique. Et demain, ce sera encore plus. Pour gérer son planning avec le bureau qui vous donne un planning de travail, aller à tel endroit, ça se fait par smartphone de plus en plus. Donc même dans ce métier-là, ça simplifie la vie et l'organisation du travail exige ses compétences. Et pour tous les métiers, quelqu'un qui est un clarkiste qui gère un entrepôt, de plus en plus, il y a des appareils électroniques qui vous disent comment gérer votre entrepôt. Quelqu'un qui est un technicien, un installateur de chauffage, l'électronique est partout. Donc tout ça, on a besoin de ça, mais aussi du digital, parce que l'interaction avec la boîte, parce que l'adressage des missions
tout ça va se faire de cette manière-là parce que la formation professionnelle se fera aussi en digital. Ouais. On a la chance à Molengeek d'avoir des partenariats forts avec l'ULB, donc l'ULB Erasme. Et on a eu certaines demandes où nous disaient les infirmières, donc les infirmières, les aides-soignantes et tout ça. La chambre du patient de demain, c'est une chambre connectée où on va demander, où le patient va demander des services via le digital. Et donc l'infirmière est obligée d'avoir certaines compétences pour pouvoir gérer ça, gérer ces demandes-là et pouvoir répondre aux attentes du patient. Et donc, on n'est plus, ça va lui faire gagner du temps, mais on n'est plus à l'ancienne chambre où on Tout a à le fait. petit bouton, où, Ouais, tout à fait. le petit bouton on appelle. Et donc, Et voilà. l'affichage d'état de santé sur le lit avec un petit tableau, aujourd'hui tout Exactement. électronique, l'infirmière va consulter les paramètres médicaux qui auront été, on a fait une prise de sang, tout ça est envoyé au labo, le labo va le mettre dans Mhm. l'ordinateur, elle va le consulter sur un écran, le médecin qui est à distance pourra peut-être faire un commentaire, donner une instruction à l'infirmière ou réagir par rapport au patient. Il y aura des capteurs. Hein, vous serez en train de dormir tout gentiment, mais il y a un petit capteur qui prendra votre tension et qui pourra déjà peut-être modifier tout seul une série de paramètres. L'infirmière devra vérifier si tout ça fonctionne bien. Donc il Exactement. faudra toujours sa compétence médicale, parce qu'elle a besoin d'interpréter tous ces éléments-là. Mais il y a de plus en plus de technologies, et la technologie digitale aujourd'hui est totalement incontournable, et on a tous besoin de la maîtriser. Donc le vrai problème que nous avons, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est qu'une série de gens le maîtrisent très bien. Hein, beaucoup de jeunes sont tout de suite très talentueux. Hein, et vous en êtes pour quelque chose. En tout cas, vous êtes la preuve que ça marche. Et pourtant, il y a des gens qui passent à côté. Ouais. Hein. Il y a une étude de la Fondation Rabaudin qui dit qu'il y a près de 39% des gens en Belgique qui ne se débrouillent pas très bien avec le digital, le numérique, etc. On dit 10-15% des gens qui n'en touchent pas une. Bon, c'est plutôt des gens qui sont totalement incapables même d'utiliser un ordinateur. Et puis 20-25% des gens qui savent se débrouiller, mais enfin qui exploitent très peu, très mal, qui commettent des erreurs. Et donc ça, c'est le vrai enjeu. C'est être certain que cette évolution technologique du numérique qui envahit nos vies, qui bouleverse nos modes de travailler, nos modes de communication, nos interactions sociales, ne crée pas de dualité trop grande dans la société entre ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas, ceux qui se débrouillent et ceux qui sont largués. Et ça, c'est le grand enjeu de l'appropriation numérique. Donc, on a besoin, dès l'école, d'avoir un apprentissage au numérique. Il ne faut pas qu'il y ait, comme pour l'apprentissage de la langue et de l'alphabétisation, il y a encore, on va tous à l'école jusqu'à 16 ans minimum, et il y a encore des gens qui sont aujourd'hui analphabètes, ou en tout cas illettrés, qui ne se débrouillent pas bien, qui ne savent pas bien remplir un formulaire dans l'administration, qui ne savent pas bien déchiffrer les horaires de train. Eh bien, avec le numérique, c'est la même chose. Il y a des gens, ils savent juste un petit peu, mais ils ne comprennent pas bien. Donc, il faut que dès l'école, et à tous les niveaux, il y ait une vraie capacité de prendre tout le monde par la main et de donner à tout le monde l'occasion de se débrouiller en numérique. Voilà pourquoi on a développé en région bruxelloise un plan d'appropriation numérique pour essayer de développer les associations qui vont au contact des gens pour leur permettre de se débrouiller en numérique. Pour que la grand-mère puisse aussi faire une visio avec ses petits-enfants quand ils sont en vacances, qu'avec le confinement, les premières phases, les maisons de repos étaient fermées. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis au moins une tablette avec un accompagnement dans chaque maison de repos. Et déjà, les seniors ont pu commencer à utiliser. Après, il faut un peu plus que ça pour continuer à utiliser, pour envoyer des mails, pour pouvoir, quand on fait un mail, ajouter des photos, et puis peut-être une vidéo, et puis peut-être mettre un commentaire sur la vidéo, et puis après peut-être faire des montages. Exactement. Bon, il faut y aller progressivement. Mais pour ça, il faut accompagner les gens. Et donc, on a un plan d'appropriation numérique et toute une série de soutiens des associations pour essayer d'aller à la rencontre des publics qui sont victimes de cette fracture numérique. Ces publics, on les connaît. C'est les seniors, c'est parfois les jeunes aussi, c'est les femmes plus que les hommes, c'est les personnes qui sont en situation de précarité, d'abord parfois parce qu'ils n'ont pas accès au matériel, mais aussi parce qu'ils ont d'autres priorités, d'autres urgences dans la vie, et donc ils sont les chercheurs d'emploi. Et donc il faut accompagner ces personnes-là pour se débrouiller. J'ai été étonné, par exemple, de voir que, j'oublie le pourcentage, mais dans les gens qui sont chercheurs d'emploi en région bruxelloise, il y a une fraction trop importante, plus de 20%, qui ne se débrouillent pas avec le numérique, avec les mails. Quand il y a une offre d'emploi qui est publiée par Acteris, ben, celui qui ne sait pas la lire
et s'il la lit, qui ne sait pas y répondre. Et s'il y répond, qui ne sait pas joindre son CV, ou s'il ne sait pas mettre à jour son CV pour répondre exactement à l'offre d'emploi, ben, il va être en retard par rapport à celui qui sait. Et donc, il a moins de chances de trouver du boulot. Et alors, il reste plus longtemps au chômage. Et donc, il reste plus longtemps de situation-là. Et donc, ça augmente cette dualité sociale. Donc, il faut absolument travailler à intégrer tout le monde et faire qu'il n'y ait pas de fracture numérique, fait qu'il y ait une appropriation du numérique par tout le monde. Ouais, et c'est totalement vrai que beaucoup de jeunes sont ultra connectés au smartphone, mais l'utilisation d'un ordinateur, ils sont complètement perdus. Voilà. Que ce soit les mails ou que ce soit ne fût-ce que Facebook sur un ordinateur et sur smartphone, c'est pas la même, je veux dire, c'est pas intuitif de la même manière et ils sont totalement perdus. Et c'est pour ça que le confinement, moi je trouve que c'est vraiment la revanche de l'ordinateur sur le smartphone, parce qu'on a tous eu besoin d'un ordinateur pour suivre les cours, pour travailler à distance et tout ça. Et donc ça nous a, on a tous dû réapprendre à utiliser un ordinateur. En tout cas, je parle des jeunes. Oui, c'est vrai, parce que le smartphone, on fait de tout. Enfin, je prends l'exemple de TikTok, c'est facile de faire la petite vidéo TikTok, mais ce n'est pas pour ça qu'on sait utiliser intelligemment un instrument comme l'ordinateur. Tu as bien raison de le dire, parce que l'ordinateur te donne des capacités bien plus puissantes que ton petit smartphone. Et ça, c'est super important. Nous, on a eu un projet à Molengeek avec des seniors. Et leur première demande, elle est totalement légitime. Nous, les seniors, nous disaient ils ferment de plus en plus de banques et on ne sait pas utiliser le PC banking. Et faire des virements, voir si on a eu l'argent, on ne sait pas. Et donc, on doit aller de plus en plus loin pour aller à une agence bancaire, alors que voilà, on ne sait pas utiliser les machines, ni par smartphone. Alors que c'est, entre guillemets, facile. C'est facile. Quand on sait le faire, exactement. Consulter l'état de son compte ou faire un virement, c'est facile. Ouais. Mais si on n'a pas été accompagné pour le faire parce qu'on n'a personne qui vous explique, parce qu'en plus il faut être certain de ne pas commettre l'erreur, hein, on a peur de mettre un zéro de trop, de virer trop d'argent ou quoi que ce soit, si on n'est pas accompagné, on ne le fait pas. Ouais. Et par rapport à ça aussi, donc on a parlé digital, formation, on va parler un peu emploi. On est très en retard, comme tu as dit, enfin on n'est pas les derniers, mais on est en retard au niveau du digital, on est en retard au niveau de tout ce qui est un peu start-up, entrepreneuriat digital et tout ça. Donc il y a des choses qui se font, c'est très bien. Moi, je trouve Bruxelles comme une ville stratégique déjà ultra sexy pour lancer son entreprise. Je la trouve, on est à 2 heures de toute l'Europe et on est super bien desservi en transport. C'est encore une ville qui est accessible au niveau des loyers, qui est agréable à vivre. Il y a énormément d'activités quand ce n'est pas le confinement, il y a énormément de choses à faire à Bruxelles et tout ça. Donc, ça a un potentiel énorme pour déjà créer des entreprises locales, mais aussi attirer d'autres entreprises qui créeront de l'emploi. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne l'exploite pas assez à ce niveau-là. On n'a pas par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des investisseurs. Il y a Brussels Finance, il y a des choses qui sont mises en place. Voilà, mais en tout cas, c'est les jeunes avec qui je travaille, ça ne leur vient pas l'idée d'y aller ou d'introduire un dossier, alors que je vais prendre une comparaison assez cliché. Hein. J'étais à la Silicon Valley et tout est fait pour inciter les gens à pitcher. Donc, il y a des investisseurs qui créent des événements pour dire aux gens « Venez nous présenter, on va voir ce que vous faites et si ça nous intéresse, on va vous aider à monter un dossier pour qu'on investisse en vous. » Voilà, c'est vraiment une autre mentalité. Ici, voilà, c'est autre chose. Brussels Finance a des produits totalement intéressants pour beaucoup d'entreprises, aussi pour des entreprises un peu plus traditionnelles. Et puis, je trouve qu'il y a le côté un peu start-up, attirer les talents et faire en sorte d'activer. Il manque quelques outils, il manque quelques... Comment toi, tu vois les choses à ce niveau-là? Est-ce que déjà, est-ce que tu vois, on est en retard comme tu as dit, est-ce que tu vois qu'il y a un pont clair entre la formation, le digital, la formation et l'entrepreneuriat et la création d'emplois? Est-ce que tu sens que c'est logique pour toi à ce niveau-là ou tu vois que c'est des plans différents? Alors, on n'est pas les premiers de la classe, mais on n'est pas les derniers. Hein. Je crois qu'il y a pas mal de belles choses qui se font à Bruxelles et ailleurs. Ça démontre aussi qu'il y a une envie. Ouais. Et la première des choses qu'il faut, c'est une envie. Le pire des solutions, c'était si les pouvoirs publics mettaient des tonnes de mécanismes en place et que le terrain, entre guillemets, ne réagissait pas. Il vaut mieux avoir l'inverse, qu'il y ait des envies dans le terrain, des jeunes qui ont des idées, des jeunes qui créent, puis qui disent « bon, c'est un peu dur pour, il faut faire 3 portes plutôt qu'une ». Ok, en tout cas, il y a une envie. Et je crois qu'il y a ça à Bruxelles.
Je crois qu'il y a plein de jeunes qui ont du talent, qui ont de la créativité. Et il y a pas mal d'assos aujourd'hui qui savent les accompagner pendant un bout de chemin, les diriger, etc. Peut-être qu'il faut frapper à 3 portes plutôt qu'une, ça c'est vrai, parce qu'on a des lourdeurs administratives, qu'on doit un peu booster tout ça. Je crois que, et on ne dit jamais ça, cette crise économique qu'on a connue, bien sûr, elle a des impacts terribles. Bien sûr, des gens ont perdu ou vont perdre leur boulot. Bien sûr, quelques boîtes vont faire faillite. Et il y a des situations difficiles et on est là pour essayer de les accompagner, les aider, les remettre sur le bon chemin, leur donner une formation. Mais une crise économique, c'est un bouleversement de nos structures économiques, un bouleversement de la manière de fonctionner. Et donc, ça crée des opportunités. Ça crée l'occasion pour plein de starters d'arriver avec des projets et des idées nouvelles, des technologies nouvelles, nouvelles manières de faire, nouvelles manières de penser. Et donc, c'est un moment d'opportunité. Pendant les 3-4 ans qui viennent, il y a un grand moment d'opportunité pour ceux qui ont des idées. Parce que justement, tout vient d'être bouleversé. Il y a 2-3 choses qui sont tombées de leur piédestal et donc il va falloir recréer là-dessus. Donc, la crise, c'est une opportunité. Il faut qu'on en saisisse. Alors, on n'est pas la Silicon Valley, on n'est pas la Mecque, on n'a pas 50 ans d'histoire derrière nous de start-up, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas créer des boîtes. Il y a quelques belles réussites. Bicentral ici, c'est aussi un endroit qui est aussi un bel incubateur. Il y a d'autres incubateurs d'entreprises. Il y a plein de formations qui ont du succès. On voit par exemple qu'en informatique, en digital, en numérique, en tout ça, on a parfois moins besoin de longues études pour réussir. On peut très vite apprendre à coder, on peut très vite apprendre à se débrouiller, on peut sans un diplôme formel, mais avec une certification, parfois vite trouver du boulot, continuer à se former. C'est un secteur qui permet de former des gens qui ont un background d'immigration, qui se débrouillent peut-être pas encore bien en français, en néerlandais, mais qui peuvent très vite trouver du boulot. Et je veux insister aussi sur le fait que c'est un secteur où on a besoin que les filles, que les femmes prennent beaucoup plus de place. Aujourd'hui, il n'y a que 10 à 20, 25% selon les métiers dans le secteur qui sont féminins. Un secteur en plein développement avec un secteur d'avenir ne peut pas se priver de la moitié de l'humanité et de la moitié des talents et de la moitié des compétences. À Bowling Geek, vous avez aussi montré que les femmes pouvaient aussi réussir. Donc, je souhaite que les jeunes filles se rendent compte qu'elles ont aussi du potentiel. Qu'elles ont aussi des choses à prouver, qu'elles ont des compétences dont on a besoin. Et il ne faut pas rester dans le clivage classique. Les métiers du soin, c'est pour les femmes, et les métiers sérieux, c'est pour les hommes. Ce n'est pas vrai. La technologie, le digital, il a aussi besoin de rendre des services à tout le monde. Et donc, la manière de penser, la manière de réfléchir des femmes est absolument essentielle. Donc, on fait des projets pour essayer d'encourager aussi les femmes à trouver leur chemin dans le secteur du numérique et du digital. Mais dès le plus jeune âge. Exactement. Et c'est d'autant plus essentiel qu'il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'être mises en place. Quand je parle de nouvelles, on parle par exemple de la data, de l'intelligence artificielle. Et si elle est conçue que par les hommes, ça va être discriminatoire. C'est bien ce que je dis. On va rater la moitié de l'humanité, la moitié des usagers. Ils vont être des femmes. Donc, on a besoin aussi parfois un regard différent. Il n'y a pas que le regard des hommes, même si les hommes sont parfois capables d'eux, mais peu importe. Il faut ce regard, cette diversité, cette richesse, on en a besoin. Justement dans un secteur où on crée. Un secteur où on crée l'avenir, on crée les réponses aux besoins de demain. On a besoin que toutes les composants de l'humanité, de la société, participent pleinement. Exactement. Et pour les personnes qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire là exactement, je prends toujours cet exemple. C'est que Bernard est venu jusqu'ici, et moi aussi. On n'a pas retenu spécialement les hauteurs des trottoirs. On les a pas retenues, non? Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas en chaise roulante. Et si on était en chaise roulante, on les aurait retenus. On saurait que sur ce trottoir-là, on s'est monté et sur l'autre, on ne serait pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand on est une femme. On a d'autres prismes, on a d'autres préoccupations. La vie nous impacte autrement. Et on ne dit pas que, voilà, qu'il faut que juste des femmes fassent de l'intelligence artificielle, mais il faut une mixité, une diversité. Et donc, une diversité au niveau culturel aussi, une diversité au niveau accessibilité, PMR ou pas. Tout ça doit être pris en compte quand on développe de l'intelligence artificielle pour qu'il y ait le moins de discrimination possible. Et on a déjà eu la blague dans beaucoup de projets développés aux États-Unis, par exemple reconnaissance faciale, où on se trompe plus avec les personnes noires ou de certaines origines parce que ça n'a pas été pris en compte. Et ça, donc, c'est important de devoir inclure. Dis-moi, Bernard, par rapport à ça aussi, comment toi, tu vois l'implication du digital dans Bruxelles
d'ici 5 ans? L'impact que ça a, c'est quoi ta vision? À quoi tu veux arriver clairement? Et là, je te parle vraiment au niveau digital au sens large, au niveau éducation, au niveau professionnel, au niveau Smart City aussi. Je sais qu'il y a plein de projets qui se développent au niveau Smart City aussi, au niveau de la région bruxelloise. La mobilité, je sais que c'est un challenge aussi. Il y a plein de projets qui se développent et c'est ce foisonnement qui rend presque impossible d'avoir une vision globale. Il faut en tout cas permettre les évolutions partout où il y a un besoin qui se fait ressentir et partout où ça améliore le service aux habitants. Il y a parfois des services publics, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Il y a des services payants, des entreprises qui les trottinettes, par exemple. Quoi? Les trottinettes. Oui, voilà, peu importe. Si ça peut améliorer les choses, c'est bon pour tout le monde. Pour prendre un débat qui est politiquement un peu touchy, sensible à Bruxelles et dans le monde entier d'ailleurs, la question des taxis. Le taxi classique, vous appelez à une centrale, la centrale appelle le taxi et le taxi vient vous chercher. Grâce aux applications, donc je ne rentre pas dans une société ou une autre, grâce aux applications, vous pouvez directement savoir qu'il y a un taxi tout près de chez vous. Vous pouvez directement savoir qui c'est. Vous pouvez directement savoir si c'est un type sympa ou pas un type sympa, s'il est bien noté, pas bien noté. Vous pouvez directement savoir combien vous allez payer. Vous avez des tonnes d'avantages. Et le simple fait que vous puissiez, grâce à l'application, avoir accès à un taxi qui est tout près de chez vous, et pas par une centrale qui appelle et le taxi vient de l'autre bout de Bruxelles. En fait, le coût du taxi est moins cher. Parce que l'application permet de localiser les taxis, de localiser les clients et d'affecter le taxi le plus proche au client le plus proche. Et donc, grâce à ça, grâce à la technologie, le coût est moins cher. Ça fait baisser le coût pour tout le monde. Et donc, ici, ce n'est pas la question de savoir si on a des taxis publics, organisés publiquement avec un système d'État ou une boîte américaine, peu importe. Indépendamment de ça, le système est meilleur quand la technologie permet de réduire les coûts, parce que sinon, dans l'ancien système, les taxis faisaient des grandes distances, et les grandes distances, quelqu'un les paye, c'est le client qui les paye. Donc la technologie réduit le coût du service de taxi. Et donc cette technologie, elle est bienvenue pour quelque acteur que ce soit. Après, il faut réguler tout ça, il faut voir. Mais la technologie permet de réduire le coût. Elle réduit le coût, elle améliore l'expérience utilisateur. Elle améliore l'expérience client. Parce qu'il y a un retour. Exactement. Voilà. Et il n'y a plus de transactions financières, tout se fait via l'application. Donc il y a que des bénéfices. La technologie apporte des bénéfices. Et c'est en ça que cette technologie a été une rupture du taxi classique à l'ancienne et qu'elle est bonne. Et donc il faut prévoir les systèmes pour permettre que tout le monde y ait accès. Le taximène classique comme le taximène nouveau, ça c'est un enjeu de régulation. Mais la technologie, elle fait du bien à la société tout entière. De la même manière, lorsqu'on aura à travers la technologie une appli, pouvoir combiner différents moyens de communication, prendre le train, puis un taxi, puis une trottinette, tout payer à l'avance, intégrer toutes ces données, ce dont on rêve en termes de mobility as a service, tout ça fera du bien à la communauté, tous ensemble aussi. Donc ce que je rêve, c'est une ville dans laquelle on peut exploiter ces technologies au bénéfice de tous, mais surtout une ville dans laquelle ce boom technologique ne laisse pas certains au bord du chemin. Je vais rappeler les chiffres, près de 39% des gens ne sont pas tout à fait à l'aise. Il ne faut pas que ce soit seulement quelques geeks, même si c'est les gens qui nous montrent le chemin, exploitent les potentialités, les développent pour tous. Il faut que tous y aient accès. Il faut qu'on reste une société inclusive. La technologie ne doit pas nous créer plus grand des séparations entre les gens. Il faut que tout le monde puisse en profiter. Alors, tout le monde n'en profitera pas de la même manière. C'est très clair que mon vieux papa qui a 85 ans ne va pas devenir technologiquement aussi puissant que mon fils qui lui a 27 ans et qui seront à des degrés divers d'utilisation de la technologie et de compréhension. Mais il faut en tout cas laisser personne au bord du chemin. Est-ce que toi, tu aimerais qu'il y ait un genre de Silicon Valley à Bruxelles, mais sans les mauvais côtés, je veux dire, pas à l'américaine ou marche ou crève, mais à la belge, je veux dire une Silicon Valley où on encourage l'entrepreneuriat, où on apprend de ses erreurs, où on fait en sorte d'encourager la créativité. On sait qu'il y a un côté où pour avoir ça, il faut de la formation, ça c'est clair. Il faut de l'entrepreneuriat et donc encourager à l'entrepreneuriat. Et donc il faudrait des coworking, des incubateurs comme Bicentral ou d'autres, faire vraiment encourager à ça. Et puis il faut aussi le nerf de la guerre, de l'argent à investir.
Donc, je suis tout à fait dans ce que tu présentes là. Je crois que c'est en train de se construire. Ah, ok. Je crois que c'est en train. J'ai déjà rencontré des lieux qui sont à la fois des incubateurs, qui sont encadrés, entourés par des financiers possibles qui s'intéressent à. Google Academy va mettre ça en place, notamment à Bicentral. Donc, je crois qu'il y a des endroits où ça va se mettre en place progressivement. Et donc, j'espère que ça va essaimer. J'espère qu'il y aura plusieurs endroits dans la ville où il y aura des lieux comme ça, où il y a à la fois de la formation, de l'accompagnement à ceux qui ont un bon pitch, une bonne idée, des gens qui peuvent dire « ouais, là, le pitch est sympa, mais enfin, là, tu te trompes un petit peu, il faut corriger comme ci ». Des gens qui disent « ok, je prends le risque, je finance ». Et puis, soyons clairs, 10 boîtes qui se lancent et peut-être 5 qui arrêtent, 2 qui se font absorber. Il y a peut-être qu'une seule perle dans les 10. Hein, c'est comme ça. C'est très bien. Bien sûr, mais une perle, c'est bien. Donc voilà, c'est magnifique. Et il faut bien sûr, comme tu l'as dit, il faut savoir se tromper. Hein. Il faut dire, soit j'ai trouvé la bonne idée tout de suite et je gagne, soit si je n'ai pas trouvé la bonne idée tout de suite, ce n'est pas une perte, j'ai appris quelque chose. Je vais m'améliorer, je ne vais plus refaire les mêmes erreurs. La fois prochaine, je vais être mieux créatif, je vais être plus intelligent parce que j'ai appris de mes erreurs. Donc, il faut qu'on ait cette envie d'avenir à Bruxelles et pas qu'on soit dans une vision classique. Ah, je me suis trompé, j'ai eu un échec, j'ai eu une faillite ou une remise d'entreprise. Et qu'on soit pointé du doigt. Quoi? Et qu'on soit pointé du doigt. Non, au contraire. C'est un type qui a cherché quelque chose. Pendant 3 ans, ça a fonctionné. Pendant 3 ans, il a créé peut-être un revenu. Il a peut-être créé un emploi. Après 3 ans, il a dû arrêter. Mais bon, il a pu remettre son capital dans autre chose, repartir dans autre chose. Il a appris quelque chose. Il ne commettra pas 2 fois ses erreurs. Donc, c'est un meilleur entrepreneur parce qu'il a réussi, entre guillemets, à s'arrêter à temps et repartir dans un nouveau projet. Et tu penses que le public a un rôle à jouer là-dedans? Quand je dis le public, le gouvernement, l'État a un rôle à jouer là-dedans, doit s'impliquer là-dedans, ou tu penses que c'est juste une affaire de privé? Bien sûr qu'il doit le faire. Donc, à la fois, nous soutenons déjà quelques incubateurs d'entreprises, quelques systèmes comme ça. Les financeurs publics comme Bruxelles Finance doivent jouer leur rôle aussi, avoir des produits adaptés à ce genre de prise de risque. Hein, c'est une prise de risque et quand on prend un risque, il faut accepter le fait que sur 5 projets sur 10, on va peut-être se planter. Hein, l'argent qu'on a mis dedans, on va peut-être le perdre, mais dans d'autres, on va le récupérer. Hein, c'est ça l'investissement à risque. Du capital, pour l'instant, il y en a. Hein, il y en a. Les banques sont pleines d'argent. Il y a une série de gens qui ont plein de sous, ils ne savent plus le mettre. Des rendements à 1%, ils sont prêts à prendre le risque de gagner un peu plus. Donc, je crois qu'il y a du capital, je crois qu'il y a de l'envie chez les jeunes, il faut des incubateurs, des accompagnements suffisants. Donc, je suis plutôt optimiste, même ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement gagner parce que partout, le digital crée des opportunités et dans ce secteur-là, dans ce métier-là, c'est souvent le premier qui développe la bonne idée, qui prend le marché, entre guillemets. Donc, il faut jamais être les deuxièmes, il faut prendre les risques pour être les premiers. Non, clairement. Et j'avais encore une dernière question, mais j'imagine déjà ta réponse. Pour toi, tout ce qui est ton métier, donc le ministre de l'Emploi, de la formation, parlons de la formation. Pour toi, il s'agit d'un coût ou d'un investissement? C'est toujours un investissement. On est d'accord. On est d'accord. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que la Belgique, avec tous les gens qui l'habitent et qui vivent ici, c'est un des pays les plus riches du monde? On est le 10e ou sur le classement, peu importe, dans les 10 pays les plus riches du monde. Qu'est-ce qui fait? On n'a pas de pétrole, on n'a pas un soleil extraordinaire, hein, on n'a pas des plages magnifiques. Qu'est-ce qui fait qu'on est un pays riche? On n'a plus du charbon. Dans le temps, on avait du charbon. Hein? Bon. Ce qui fait qu'on est un pays riche, qu'on a un niveau de vie globalement satisfaisant, qu'on a des meilleurs systèmes de santé, un meilleur système éducatif, qu'il y a plein de gens qui ont envie de venir vivre en Belgique. Hein? Les gens veulent venir vivre en Belgique. Il y a quelques Belges qui partent à la Costa Brava, mais les gens sont contents de rester ici. Qu'est-ce qui fait qu'on a un pays où la vie est, entre guillemets, meilleure qu'un peu partout dans le monde? Bien sûr, on peut en trouver 2, 3 qui sont très riches, on est en Bermude, je ne sais pas quoi, mais globalement, c'est notre capital humain. C'est le fait que les Belges qui travaillent sont des travailleurs productifs, qui sont créatifs, qui ont une organisation socio-économique qui fonctionne bien, avec à la fois bonne éducation pour les gens qui arrivent sur le marché du travail, un cadre juridique qui permet qu'on puisse développer des entreprises, qu'on trouve des financiers qui peuvent vous financer, peut-être pas assez, on doit faire un peu mieux. Mais ce qui fait qu'on est riche, c'est notre capital humain.
c'est le fait qu'on investit année après année dans la capacité des gens à déployer leur talent et à exploiter la technologie. Et plus on exploite et plus on intègre cette technologie, le digital, le numérique, dans nos manières de faire, plus chaque travailleur est productif. Et être plus productif, c'est créer plus de valeur. Et créer plus de valeur, c'est avoir une meilleure rémunération, un meilleur salaire, un meilleur pouvoir d'achat. C'est ça qui fait que notre pouvoir d'achat de Belges est un des plus élevés du monde. C'est parce qu'on est une nation qui parvient mieux que les autres à intégrer les avancées de la technologie. Alors c'est aussi vrai pour l'ouvrier sidérurgiste, parce qu'on a des sidérurgies hyper productives, des machines extraordinaires qui font de l'acier de pointe, mais c'est aussi vrai pour les avocats, c'est aussi vrai pour tous les métiers qu'on développe chez nous. Et 80%, 85% des métiers, c'est du service aux autres. Mais là-dedans, on a besoin de la technologie, du digital pour les infirmières, les titres services, les chauffeurs de bus, les enseignants, tous ceux qui travaillent et qui vont intégrer cette technologie dans leur métier de demain, qui vont continuer à faire de la Belgique un pays riche, en tout cas un pays où on vit bien. Exactement. C'est ce que je dis tout le temps. La seule chose qu'on cultive ici en Belgique se trouve entre nos deux oreilles, c'est nos cerveaux. Exactement. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait notre valeur ajoutée. Tout à fait. Je te propose qu'on passe à la régie qui va nous parler, qui va nous donner les questions qui sont apparues dans le chat. On t'écoute. Voilà, effectivement, on a eu quelques réactions et quelques questions, bien sûr. Alors, une question de Mister ABB. Est-ce que vous investissez dans les jeunes portes de projets dans le monde du digital? Dans les jeunes, pardon? Porteurs de projets. Oui, porteurs de projets. Oui, donc il y a plusieurs incubateurs d'entreprises en région bruxelloise qui ont le soutien des autorités, quelques incubateurs privés qui marchent très bien d'ailleurs, certains sont soutenus par les autorités publiques bruxelloises et nous investissons beaucoup dans la formation. J'ai parlé de Digital City, donc ce pôle formation-emploi qui réunit les employeurs, les représentants syndicaux et les institutions publiques de formation professionnelle en région bruxelloise. Il y a plus de 4300 places de formation par an dans ce secteur-là. Alors, on pourra faire encore plus, mais remplissons déjà les 4300 places et ça améliore notre capital humain, notre capacité à produire, travailler, à créer des idées. Une autre question aussi de Blagocat. Le secteur de l'ORECA, donc le secteur de l'ORECA vont rouvrir. Comment les adapter concrètement au digital? Le secteur a tellement souffert, alors comment les rassurer? Comment les rassurer? D'abord, en réservant une table, en allant manger au restaurant et en allant au café, en leur disant que toute cette envie qu'on a de retrouver le plaisir d'aller ensemble, rire avec les amis, la famille, quoi que ce soit, ça c'est la meilleure manière de les aider, que ça reprenne le plus vite possible, sans prendre trop de risques, sinon on aura un confinement suivant. Maintenant, dans ce métier-là, très touché par la crise, le digital va aussi transformer la manière dont le monde, ce secteur économique travaille. D'abord, on l'a vu avec toutes les commandes à distance, hein, ça a pris un développement extraordinaire. Même si c'est quand même plus sympa d'aller au restaurant, que chacun fait ce qu'il veut, on peut manger devant son plateau télé chez soi. Mais tout se modifie. Vous savez, les cartes avec le code barre, le scan code, pardon, le truc à distance, les commandes à distance. Vous voyez bien aussi comment pour faire le service lui-même, tout se fait maintenant sur votre appareil, votre ticket est imprimé automatiquement, ça permet de faire les meilleurs contrôles, loi sociale pour éviter qu'il y ait du travail au noir. Enfin, la technologie s'intègre progressivement, je suppose que ça a un impact aussi sur la gestion des stocks, est-ce qu'il faut racheter un magret de canard ou pas, enfin bref. Voilà. La technologie va dans ce secteur-là, comme dans tous les secteurs, transformer la manière de travailler. Ça a bouleversé l'ORECA aussi. Je me permets de rebondir là-dessus. Ça a bouleversé l'ORECA parce qu'ils ont été, pour certains, forcés de vendre en ligne, donc de faire à emporter alors qu'ils ne faisaient pas du emporter. Maintenant, il faut se dire, quand ils vont réouvrir, ils pourront faire du emporter et du surplace. Et donc, ça pourra augmenter peut-être leur chiffre d'affaires. Enfin, je l'espère pour eux. Il y a toute la question des plateformes, des coursiers, tout ça. Bon, voilà, c'est un autre débat, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour l'ORECA, c'est un moment très difficile, le confinement, mais ça peut être aussi une opportunité de développer mieux leur business par la suite. Okay. Et une autre question aussi de Bob Larouche. Quel message donneriez-vous aux étudiants qui ont perdu confiance dans le e-learning pendant le confinement? Merci. Ben, d'abord, ils ont été découragés, et je peux les comprendre, parce qu'on a, pour le redire, on a tous été découragés pendant le confinement. Hein.
faut pas croire qu'il y a quelqu'un qui ricanait et qui était heureux du confinement, hein. Peut-être mon poisson rouge, parce qu'il me voyait plus souvent, mais bon, j'ai pas de poisson rouge, c'est pour rire. On a envie de retrouver une vie normale. Bon. Donc, on est tous à un coup de découragement, un coup de mou, c'est normal. Et on a envie de retrouver les plaisirs de la vie étudiante, c'est aussi de se retrouver ensemble. Mais le e-learning va rester pour partie, et on retrouvera le plaisir de suivre les cours qui sont intéressants, qui ont été bien faits avec des professeurs qui ont trouvé une manière peut-être plus ludique de nous apprendre. Parce que, soyons clairs, les cours, moi j'ai les cheveux blancs, quand j'allais à l'université, il n'y avait que des cours ex cathedra. C'était parfois un peu barbant aussi, hein, très franchement. Hein. Un prof qui nous aurait fait une bonne visio, un bon truc, peut-être que j'aurais mieux compris une série de matières que d'aller m'ennuyer, caché au 6e rang derrière un grand pour pas qu'on voit que je dessine. Voilà. Donc, on entend l'expérience. Hein. Donc voilà, bien sûr on est découragé maintenant, mais on va retrouver le juste équilibre, on va trouver l'hybridation optimale entre les cours qui sont plus chouettes à suivre avec une visio en distance ou autrement, et les cours pour lesquels on a besoin d'être là et d'interagir concrètement. Voilà, je vous ai posé toutes les questions les plus pertinentes. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'en profite pour encore te remercier Bernard pour ton temps et ton soutien. Merci beaucoup de nous avoir consacré cette heure avec nous où tu as pu partager avec nous ta vision et aussi ton ressenti, ton expérience par rapport à ce confinement et tes challenges que tu as dû traverser. Mille merci de ton soutien.